Président de la République d'Afrique du Sud, Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, Umaru Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, Excellence M. Charles Michel, président du Conseil européen, cher ami, Excellence M. Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, et chers frères, Excellence Madame Florence Parly, ministre des Armées de la République française, Excellence Monsieur le Président de la Croix-Rouge internationale, distingués participants, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à remercier chaleureusement nos hôtes qui ont bien voulu honorer de leur présence cette 7e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, malgré leur agenda chargé. Merci à toutes et à tous d'être venus en dépit du contexte difficile de la pandémie. Je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. Je remercie les pays et institutions partenaires pour leur soutien renouvelé au Forum de Dakar. Après la pause de 2020 due à la crise sanitaire, notre rendez-vous porte cette année sur le thème fort opportun des enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19. Le sujet dénote plutôt un pari optimiste sur le futur. En effet, si la situation s'améliore par endroits, l'apparition d'un nouveau variant dans plusieurs pays rappelle que nous sommes tous exposés au virus et pas encore à l'ère post-Covid. Mais le thème nous engage aussi à être résilients, déterminés et combatifs. Il le faut face aux effets néfastes d'une double crise sanitaire et économique à laquelle s'ajoute pour l'Afrique la vulnérabilité particulière au changement climatique, l'intensification des attaques terroristes et la recrudescence des coups d'État. L'urgence est là, dans ces pays déstabilisés, en partie occupés et menacés dans leur existence. Ces vies perdues, ces personnes déplacées ou réfugiées, ces familles endeuillées, ces écoles fermées et ces économies fortement perturbées. Depuis 2014, le Forum de Dakar se tient pour diagnostiquer la situation en Afrique afin de contribuer à la recherche de solutions aux maux qui l'affectent. C'est le sens de la participation des dirigeants, chefs d'État, que je salue encore une fois, des hauts responsables, ministres, experts civils et militaires, aux responsables des organisations internationales, puisque, comme je le disais, la sauvegarde de la paix et de la sécurité du continent nous incombe au premier chef. Nous associons naturellement les pays et institutions partenaires dans un esprit de solidarité et de sécurité collective, parce que nous partageons des vulnérabilités communes. Je pense aux périls sécuritaires, environnementaux, sanitaires, aux crimes organisés, à la piraterie, à la cybercriminalité, à la migration, entre autres. Autant de défis transfrontaliers auxquels aucun pays
ne peut faire face tout seul. Responsabilité nationale donc, solidarité internationale et sécurité collective. Cela veut dire que la paix et la sécurité en Afrique sont partie intégrante de la paix et de la sécurité du monde. Nous devons, par conséquent, continuer de pointer du doigt les causes internes et externes des conflits sur le continent et d'évaluer l'efficacité des réponses nationales, des opérations de paix et autres mécanismes de règlement pacifique des différends. De ce point de vue, on relève que dans la plupart des pays africains, les restrictions budgétaires des années d'ajustement structurel ont eu un impact négatif sur l'équipement des forces de défense et de sécurité. Or, la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Face à la montée du péril terroriste, il nous faut plus de flexibilité budgétaire pour permettre à nos pays de se donner les moyens d'assurer un minimum de défense nationale avec des armées bien entraînées et bien équipées. J'invite les pays et institutions partenaires à tenir compte de cet impératif vital. J'espère que dans le panel qui va suivre, nous pourrons développer cet aspect sur l'évaluation des opérations de paix et sur nos architectures de défense par rapport aux conflits en Afrique. Nous devons également interroger la doctrine des opérations de paix en Afrique. Elles sont 7 aujourd'hui sur le continent, 7 opérations de maintien de la paix, 6 déployées par les Nations Unies et une par l'Union africaine en Somalie, la MISOM, qui compte à elle seule plus de 21 000 soldats. Les 7 opérations de maintien de la paix totalisent sur le continent plus de 75 000 soldats. Certes, des succès ont pu être enregistrés ça et là, mais les défis sécuritaires persistent, d'où la problématique récurrente des mandats et des règles d'engagement des opérations, y compris dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité et sa force d'attente. Certainement, le président Faky va nous en dire un mot. Nous devons par conséquent, mesdames et messieurs, reposer la question doctrinale des opérations de paix au plan régional, à l'Union africaine et au Conseil de sécurité. Sur le front économique, la pandémie a porté un coup sévère à nos efforts de croissance économique et d'émergence. La chute drastique des recettes et la hausse imprévue des dépenses en riposte sanitaire et en résilience socio-économique ont aggravé les déficits budgétaires, alors que nos pays ne disposent pas d'instruments monétaires et financiers d'atténuation de l'impact de la crise, à l'instar des grandes banques centrales des pays développés. S'y ajoute le ralentissement des apports financiers extérieurs, notamment les investissements directs étrangers et les envois de la diaspora. Et selon le rapport de l'OCDE intitulé « Dynamique du développement en Afrique 2021, transformation digitale et qualité de l'emploi », l'Afrique n'a attiré que 2,9% des IDE, investissements directs étrangers, en 2019. 2,9%, soit environ 45,5 milliards de dollars. Loin derrière l'Asie, 31% des IDE. L'Amérique latine et les Caraïbes, 10%. Les transferts de la diaspora ont également connu un net recul. Je rappelle que ces transferts, estimés par la Banque mondiale
à plus de 85 milliards de dollars en 2019, sont de loin supérieurs aux 29,6 milliards de l'appui public au développement pour l'Afrique. Voilà les chiffres. À titre illustratif de l'impact de la crise, pour la première fois de son histoire, mon pays, le Sénégal, s'est retrouvé à faire du transfert de fonds dans le sens inverse, en soutien à notre diaspora, dans le cadre de notre plan de résilience, pour vous dire combien la crise également a été dure dans les pays d'accueil, pour cette diaspora. Alors, dans ce contexte de crise et d'effort de relance post-Covid, quel enjeu et quel défi pour l'émergence du continent? Il faut d'abord rappeler l'ordre des grandeurs. L'Afrique, je le répète souvent, c'est 30 millions de kilomètres carrés et plus de 1,3 milliard d'habitants. Selon la Banque africaine de développement, rien que pour les infrastructures, les besoins du continent se situent entre 130 et 170 milliards de dollars par an. C'est dire que si l'aide peut contribuer à régler une urgence sectorielle, elle ne peut satisfaire les énormes besoins en route, en autoroute, en infrastructure globale, centrales électriques et autres infrastructures indispensables à l'émergence de notre continent. En plus de nos efforts internes de mobilisation de ressources, il faut repenser la gouvernance économique mondiale pour favoriser les conditions de financement de l'émergence du continent. À mon sens, les réformes doivent porter sur 6 domaines au moins. 1. Il s'agira d'assouplir les règles de l'OCDE pour les prêts, crédits, exports et allonger les maturités pour les financements de projets d'infrastructure du développement. Ce débat, nous l'avons déjà eu à Paris au mois de mai et nous continuerons à l'avoir certainement lors du sommet Union européenne, Union africaine du mois de février de l'année prochaine. Deuxièmement, il faut corriger les règles d'évaluation du risque d'investissement en Afrique, puisque la perception de ce risque reste toujours plus élevée que le risque lui-même, ce qui renchérit les primes d'assurance et réduit la compétitivité de nos économies. 3. Promouvoir davantage le financement mixte, combinant fonds concessionnels et financements commerciaux. 4. Alléger et simplifier les procédures d'instruction des dossiers de financement des projets, bien sûr dans le respect des règles de transparence, parce qu'il n'y a pas incompatibilité entre la diligence et la transparence. 5. Assurer une transition énergétique juste et équitable selon le principe de la responsabilité commune mais différenciée et définir une période de transition pour la question de l'énergie sur nos économies émergentes. 6. Améliorer les règles du système fiscal international pour que l'impôt soit payé là où la richesse est créée, c'est-à-dire dans le pays où une société mène ses activités et tire ses profits. À ce sujet, l'adoption par le G20 de la proposition américaine pour l'instauration d'un impôt minimum de 15% afin de dissuader le recours aux paradis fiscaux va certainement dans le bon sens, tout comme l'émission historique de 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux au niveau du Fonds monétaire international. Je voudrais saluer ici les pays qui se sont engagés pour réallouer à l'Afrique une partie de leur DTS. Ainsi, l'Afrique a pu disposer de son quota, qui n'était que de 33 milliards de dollars, pour renforcer sa résilience sanitaire, atténuer en partie l'impact de la crise et amorcer la relance économique.
C'était le premier objectif du sommet de Paris, je le rappelais, de mai dernier, sur le financement des économies africaines. Travaillons maintenant sur le deuxième objectif, qui est celui de la réallocation aux pays africains selon des modalités à convenir de 67 milliards de dollars mobilisables sur les DTS des pays riches qui consentent, bien entendu, pour atteindre le seuil des 100 milliards de dollars convenus. C'est ce qui nous rapprochera des 252 milliards de dollars. Désolé pour tous ces milliards, mais c'est important de fixer les chiffres. 252 milliards, c'est ce qu'il nous faut pour contenir le choc de la Covid-19 d'ici 2025. Ça, c'est le Fonds monétaire qui le dit. D'autre part, l'accès de tous au vaccin et sa production en Afrique reste pour nous une priorité majeure. Je salue les efforts déployés au plan bilatéral et dans le cadre de l'initiative COVAX, et je tiens à remercier tous les pays donateurs dans l'initiative COVAX. Mais beaucoup reste à faire pour atteindre nos objectifs de vaccination. Le président Matamela Cyril Ramaphosa, qui coordonne avec engagement la riposte anti-Covid à l'échelle africaine, nous en dira certainement un peu plus. Thank you, Cyril. We are certainly eager to hear your update on the critical issue of vaccine. But let me reiterate here my full support against any form of discrimination or isolation in relation with the new variant Omicron. This is not acceptable and we won't accept it. D'ailleurs, parlant d'Omicron, il est aussi là depuis quelques jours. Il est partout. Et nous devons arrêter de nous faire peur. Nous devons respecter les gestes barrières. Nous devons continuer la vaccination. Je crois qu'on doit arrêter de faire peur à l'humanité tout entière, alors sur des sujets pour lesquels nous n'avons pas encore la pleine maîtrise. Et comme l'a clairement indiqué l'OMS, isoler un pays qui a séquencé un nouveau variant et a fait preuve de transparence est non seulement discriminatoire, mais aussi contre-productif. Parce que c'est inciter les autres à ne pas publier les résultats réels de leur investigation. C'est là le danger. Donc il faut que nous continuions à travailler ensemble dans la solidarité. Cette pandémie qui frappe tous nos pays doit nous rassembler sur le front solidaire de la riposte au lieu d'ajouter un nouveau clivage entre pays riches et pays pauvres. Rassembler, réfléchir et proposer des solutions, c'est cela l'esprit du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dont je déclare maintenant ouverte la 7e édition. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Mr. President. Thank you for opening pour avoir ouvert for us in the way that you have la façon dont vous l'avez fait. laid out the groundwork. Vous avez exposé les bases pour nous. At this juncture, I would like En ce moment, je voudrais présenter les discours d'ouverture du président de l'Afrique du Sud, M. Ramaphosa. Mais avant cela, Monsieur le Président, nous avons préparé une vidéo pour vous. Nous allons jouer cette vidéo et Monsieur le Président va prendre la parole. L'Afrique du Sud, pays de l'héritage de Nelson Mandela et de la lutte contre l'apartheid. Avocat, tout comme la légende Madiba, Cyril Ramaphosa a pu, pendant sa présidence très remarquée de l'Union africaine en 2020, réaliser le rêve de l'unité africaine de l'ancien président sud-africain. Une unité caractérisée par le retour du Maroc au sein de l'Union africaine en janvier 2017, après 33 ans d'absence.